Tous les abonnés de salles de spectacle vous le diront, toutes les saisons théâtrales ne se valent pas. Et cette impression est souvent due à l'aspect global que nous raconte une suite logique de pièces que nous allons voir dans l'espoir de vivre un moment particulier sur nos sièges rouges rembourrés de bourgeois. On peut excuser qu'un spectacle de notre abonnement n'ait pas l'effet d'émerveillement attendu. On peut s'interroger si deux spectacles nous déçoivent. Mais si les trois coups du gendarme frappent encore l'ennui, alors nous aurons tendance à accuser ceux qui sont responsables de faire le filtre entre le monde artistique et nous, pauvres indigents non culturés. Mais qui sont ces personnes censées nous garantir cet équilibre entre divertissement et éducation, entre émerveillement et poésie, entre variété et Shakespeare joué par des boutons de manchette? En quoi consiste le métier de programmateur et comment construit-on une saison? Bon, toutes ces questions, je les ai posées pour vous à Sarah Seri, programmatrice du Centre culturel de Oui, mais aussi ma meilleure amie, l'organisatrice de mon propre mariage. Oui, j'ai de la chance, que voulez-vous, je sais. Je suis Salvatore Giunta, je suis comédien. Enfin, j'essaye parce que c'est un vrai monde de brut. J'écris, je produis, je monte ce podcast tout seul parce que un jour je me suis dit que quitte à me faire connaître via les réseaux sociaux, j'avais envie de partager mes questionnements, mes doutes, mes joies à travers ce métier que j'aime, que j'adore. Vous écoutez À quoi tu joues, parce que dans un monde qui se prend trop au sérieux, il faut continuer à jouer. Bon, bonjour Sarah. Bonjour Salvatore. Ça a bien commencé. Bon, alors, Sarah, on se connaît depuis très longtemps. 35? Non. Non, quand même pas. 7 ans. Enfin, Non, 25. 25. Non, 25. 25 ans qu'on se connaît. 25. Bienvenue sur le podcast À quoi tu joues, podcast dans lequel j'espère tu m'accompagneras plein de fois pour plein de sujets parce que tu es vraiment très au fait de ce qui se fait dans le théâtre, en tout cas en Belgique et je dirais même encore plus particulièrement à Liège. Je dirais aussi plus particulièrement à Liège. Parce que tu es programmatrice au Centre culturel de Oui, donc ça te donne un certain statut parce que c'est pas n'importe quel centre culturel. Donc ça te donne quand même de grosses responsabilités, je pourrais dire ça. Oui, que je partage heureusement. Donc déjà rien que ça, en fait, on est deux. C'est déjà énorme. Il n'y a pas d'autres centres culturels où il y a deux personnes temps plein à la programmation, tout public, plus une troisième personne à la programmation, jeune public. Donc en fait, rien que ça, c'est déjà très particulier. Donc oui, ça fait des grosses responsabilités, mais partagées en deux, heureusement, avec ma collègue Anne. Mais c'est quoi le métier de programmateur d'avant tout? Donc, on est le lien en fait entre la création, les artistes et le public. Il y a vraiment une médiation, une liaison à faire pour montrer aux spectateurs ce qui se fait dans la création. Et on programme aussi toujours à un endroit, dans une salle en particulier, dans une ville en particulier, dans un pays en particulier, et donc on ne programme pas partout de la même manière. On va programmer en fonction d'un certain historique de la salle, de comment les populations se déplacent dans cette salle, de ce qu'il y a autour, est-ce qu'il y a d'autres salles autour, est-ce qu'on est la seule salle, est-ce qu'on a une grande salle, une petite salle, et donc on va vraiment programmer en fonction d'un contexte qui est, en l'occurrence moi, celui de Oui, qui est à la fois une toute petite ville et à la fois une ville qui bouge énormément. Donc, par exemple, il y a plein de choses qui s'y passent tout le temps. On est un très gros centre culturel, donc il y a 900 places dans cette salle. Donc, il y a des centres culturels qui n'ont même pas de salle. Et il y a, la plupart du temps, les centres culturels ont des salles plutôt modestes en termes de jauge. Ici, on a 900 places. Et il y a un gros historique parce que c'était le théâtre. Pendant longtemps, c'était le théâtre à Oui. Et on est en Belgique et en Fédération Wallonie-Bruxelles, où le public se déplace très peu.
Donc en fait, on a un public qui vient essentiellement voir du théâtre, de la musique, de la danse uniquement à Oui. Ça veut dire que on est le lien entre les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Oui, et puis parfois des artistes internationaux aussi. Ah ouais, donc en fait là tu viens un peu d'aborder cette question de responsabilité. C'est-à-dire que d'abord faire déplacer les gens vers le centre culturel et de ramener la culture de chez eux, mais aussi au niveau international, la gestion des comédiens, le lien que tu as entre ce moment où ils viennent jouer, le moment avant qu'ils viennent jouer et le moment où ils ont joué et le moment après peut-être pour la réception du public qui doit aussi être invité à revenir. Enfin, Exactement. Si tu ne fais pas, j'imagine bien ton boulot. Oui, mais je me rends compte que c'est vrai que quand tu dis c'est quoi mon boulot, peut-être que ce que j'ai pas dit parce que pareil, comme je te connais, je me dis tu sais ce que je fais. Mais donc le cœur du métier, c'est vraiment aller voir effectivement des spectacles, voir comment ils pourraient venir chez nous. Et décider en fait d'acheter les spectacles, vraiment de dire ok, on va programmer ce spectacle dans la salle et de voir en fait si ce spectacle peut être reçu, c'est parce que je suis très vite partie sur la question du public, comment il peut être reçu chez nous, mais il y a aussi toutes des questions techniques évidemment, administratives, financières derrière. Est-ce qu'on peut faire venir techniquement le spectacle, est-ce qu'il rentre dans la salle, est-ce qu'on a le matériel technique pour accueillir ce spectacle, est-ce qu'on peut se le permettre financièrement, est-ce qu'on peut acheter ce spectacle, très clairement. Et puis, est-ce que dans les dates de tournée du spectacle, ça fonctionne avec notre propre agenda, puisqu'il faut aussi qu'on fasse avec l'agenda de notre salle et l'agenda de tous les artistes qui sont sur scène dans un spectacle. Et ça, parfois... Ça, j'imagine. Mais alors, dans tout ça, il y a une autre question qui est de donner du sens à la programmation de... Alors, nous, on met pas de thème de saison. On met pas spécialement... on ne s'oblige pas en fait à des sujets, mais par contre, ce dont tu parles, c'est l'équilibre, ce qu'on appelle nous l'équilibre de la saison. Donc, quand on est une grande salle de spectacle, on va programmer, donc nous sur la saison, on va avoir à peu près 70 spectacles qui ne sont pas tous chez nous, puisque... Ah oui, par contre, 70 spectacles. Oui, mais c'est parce qu'en fait, on travaille aussi avec les centres culturels aux alentours, qui programment, eux, qui ont aussi leur programmation, et on décide ensemble avec les programmateurs de ces centres culturels de faire rentrer certaines choses dans notre passe. Et donc, on va faire un équilibre. Et ça, c'est le jeu vraiment de se dire, bon, alors, ok, on a déjà trois humoristes stand-uppers dans la saison. Est-ce que on va en prendre un quatrième ou est-ce que on va plutôt aller vers un spectacle plus poétique, par exemple. Alors on va se dire ok, alors dans les spectacles poétiques, j'en ai 2 et puis ah bah tiens, je me rends compte que j'ai beaucoup de spectacles avec une seule personne sur scène. Ce serait chouette d'avoir aussi des grosses distributions. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien ok, on va aller chercher là-dessus et puis après en fonction du contexte, comme tu le disais très bien, il y a des sujets qu'on va vouloir mettre en avant plus que d'autres à certains moments. En fait, peut-être en 2025, on va vraiment avoir envie de parler d'un tel sujet plutôt qu'un autre, et donc on va aller alors dans les spectacles, ce qu'on appelle les spectacles engagés, nous, qui viennent plutôt pour soit délivrer un message, soit obliger à la réflexion, se faire poser des questions. Pardon. Oh non, vas-y. Ben c'est parce qu'en fait, je pense Sarah me propose les spectacles que je dois aller voir. Je vais aller voir si j'ai le temps, mais en tout cas, là, le premier spectacle justement que je vais voir au Centre culturel de Oui, c'est 4211 ou 4211. Je sais pas ouais, 4211 kilomètres en fait. Kilomètres. Ouais. Ah voilà, c'est kilomètres qui manquaient. Donc 4211 kilomètres, dont je crois savoir que c'est une histoire d'immigration. Oui. Et là, on est par exemple sur un thème qui est plutôt, bon, il a déjà été visité quelques fois, mais qui est adapté à quel pays? Alors en fait, c'est donc 4211 km, c'est la distance qui sépare Téhéran de. J'avais l'Iran en tête. Ouais. Et donc en fait, ça parle de l'Iran avant et maintenant. Pardon, et qui sépare? Je t'ai arrêté. Téhéran et. Paris. Paris. Et donc ça parle de l'Iran avant et l'Iran après. Mais donc en dehors de la question
spécifique de l'Iran, ça parle des révolutions, ça parle des militants dans une révolution et de comment on fait quand finalement la révolution n'a pas fonctionné en fait. Ils deviennent quoi ces militants? Ils deviennent quoi ces gens qui ont déjà risqué leur vie une première fois et sont maintenant menacés de mort et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Ok, ils fuient, mais donc ça veut dire qu'ils abandonnent aussi le combat. Et donc, au-delà de la question d'un pays spécifique dans ce spectacle, au-delà même de la question de la révolution, c'est aussi la question on fait quoi en tant qu'être humain pour être acteur dans notre pays, dans notre situation, dans notre société, et quand on doit fuir, comment on fait pour continuer peut-être le combat, ou à quel moment on finit par se dire je suis obligé en fait d'arrêter ce combat, et quand on se retrouve de l'autre côté en France, quand on est en France, c'est le cas de la narratrice dans ce spectacle, ben c'est quoi son combat à elle? Donc voilà, ça c'est le genre de spectacle qui nous intéresse parce que il y a vraiment énormément de questions qui s'ouvrent autour de ce spectacle. Et en plus, c'est un spectacle super bien fait au niveau artistique, au niveau du jeu des acteurs, au niveau de la mise en scène. Donc en plus, il allie vraiment, voilà, il a toutes les qualités ce spectacle. Tu prends un bon exemple évidemment. Mais oui, et donc c'est pour ça que je disais ici vous êtes quand même, je sais pas si ça rentre dans le spectacle engagé. Ça va faire partie des spectacles engagés, ouais. Ok, parce que je l'ai pas encore vu. Donc, mais par contre, il y a quand même une volonté de coller à beaucoup de choses qui se passent. Je veux dire, ça résonne très fort avec l'actualité. Et donc, quelque part, alors je sais bien que dire c'est politique directement, c'est peut-être pas ça. Vous êtes là pour aussi bouger les lignes comme moderne. Je veux dire, faire réfléchir le public, laisser au public le choix, le respect de ses réflexions politiques à lui-même, mais la culture est quand même, heureusement, c'est quelque chose de politique, c'est un objet politique, et il est là pour amener la réflexion du public, le pousser à s'engager ou se désengager. Et donc, je crois que 4211 kilomètres, c'était justement un très très bon exemple. Et donc, ça, par exemple, c'est un choix que vous faites, mais vous dites, tu as parlé d'équilibre de l'année, et ça, par exemple, si on doit le mettre en miroir avec quelque chose d'autre, en parallèle, en fait, on va se dire, ok, donc dans ce spectacle, à la fois, il y a beaucoup de réflexion, mais en plus, c'est aussi un spectacle fort émouvant. En parallèle, on va dire, ok, c'est très bien, mais on peut pas non plus toute l'année ne voir que ce type de spectacle, parce que on a aussi besoin de tout simplement se divertir, mais vraiment se divertir au sens le plus noble du terme, au plus noble du terme et au plus simple aussi. Et donc à côté, on va veiller à ce qu'il y ait, par exemple, des comédies qu'on va appeler plutôt des comédies légères, où ça ne veut pas dire qu'on va pas réfléchir, mais en tout cas, on va pas forcément réfléchir au moment où on est dans la salle. Oui, mais de toute façon, si je vais au théâtre, je vais pas nécessairement au théâtre pour qu'on me prenne la tête tout le temps non plus. Exactement. Donc je comprends que le divertissement, enfin, c'est pas un mauvais mot de dire divertissement. Je crois que ça a été peut-être un peu transformé. Pas du tout. Mais c'est vrai que dans en fait, le divertissement, de toute façon, à partir du moment où on se met dans une salle de spectacle, on se divertit, en fait. Mais on va se divertir de différentes manières. On va se divertir vraiment en commençant à laisser notre cerveau avoir énormément de réflexion pendant le spectacle, ou plutôt, on va laisser notre cerveau vraiment accepter le spectacle, le laisser se traverser, et peut-être il y a quand même 2-3 questions qui viendront après par rapport à ce qu'on a vu, ou bien ce qui arrive souvent dans les comédies, enfin non, c'est le propre de la comédie en fait, c'est que on va avoir un miroir de ce qu'on est en général sur scène, et donc on va pas forcément avoir une grande réflexion sur le monde, mais par contre on va quand même se dire ah oui, c'est un peu ridicule en fait quand je fais ça, je m'en rends compte parce que je le vois sur scène. Et ça normalement c'est l'effet de la comédie. Théâtre, voilà. Tu as parlé de l'administratif, tu as parlé du technique, tu as parlé de la temporalité ou de l'équilibre culturel et proposé au public. Puis il y a les questions financières, parce que j'imagine quand même que le centre culturel, bon, c'est jamais on devait être écouté par des Français. Un centre culturel, c'est propre à la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est pas un théâtre privé, donc. Ça reçoit des subventions, donc vous avez des objectifs à atteindre. Et puis, pour faire très très simple, au centre culturel de Oui, vous êtes quand même un peu plus libre par rapport à d'autres centres culturels dans lesquels les objectifs sont quand même plus resserrés. Donc, on va pas en parler ici.
Mais par contre, il y a des contraintes financières qui sont les subventions que vous pouvez recevoir. Absolument. Et le prix qu'on peut demander à la place. Donc, c'est quand même vachement important. En fait, c'est des choses sur lesquelles on a peut-être moins assisté les dernières années, mais en fait, comme le contexte politique semble moins stable pour les subventions, c'est vachement important qu'on parle bien que le prix que le spectateur paie pour aller voir un spectacle n'est absolument pas représentatif du prix que coûte en fait le spectacle. Ça, c'est super important. Alors, parce que les gens, souvent, mais vraiment, vraiment, et en fait, c'est parce que en fait, on pourrait pas tout le temps dire à l'entrée d'un spectacle, on pourrait pas dire, ah, vous savez, aujourd'hui vous avez payé 30 €, mais si on n'avait pas eu de subvention, vous auriez payé 85. Ben, on va pas passer notre temps à dire ça en fait. Les subventions, elles sont là, elles doivent être là et elles permettent ça en fait. Elles permettent. Et encore, on peut se dire, ah ben 30 €, ça reste cher une place. Oui, 30 € pour plein de gens, ça reste cher. Mais en fait, si il n'y avait pas les subventions, ce serait 85. Et donc ça deviendrait carrément inaccessible en fait. Ou alors tu n'irais voir qu'un spectacle, peut-être tu prendrais un seul spectacle sur l'année plutôt que 5, 6, 10 peut-être pour certains. Et donc c'est vachement important de se dire que et on a besoin d'insister en ce moment là-dessus, que les subventions permettent de diminuer extrêmement fort le prix de la place pour les spectateurs. Ça c'est le plus important. Et ces subventions, elles vont aussi permettre évidemment de faire en sorte qu'il y ait des salaires payés dans un centre culturel pour que les gens travaillent autour d'un projet, notamment moi. Et puisque évidemment un centre culturel, alors on a peut-être l'occasion de l'aborder dans un autre podcast. J'ouvre une porte. Ouais, ouvre des portes. C'est qu'évidemment un centre culturel, c'est pas juste un théâtre. Et même un gros centre culturel comme avec une salle énorme qui prend énormément de place, ce n'est absolument pas que un théâtre. Il y a énormément d'autres activités et des activités qui ne sont pas des activités rentables, des activités pour lesquelles il n'y a pas de prix d'entrée, des activités pour lesquelles tu ne saurais pas faire rentrer de l'argent direct. Et vous ne devez pas nécessairement être rentable. Enfin, je veux dire, c'est le principe d'une subvention, c'est que on doit survivre. Donc, on ne doit pas forcément être rentable, mais on doit survivre. On ne doit pas aller au-delà, on ne doit pas dépenser au-delà de nos moyens. Mais il y a vraiment des salaires qui ne peuvent pas être directement pris en compte par des entrées, par des cotisations. Il y a des tas d'activités dans des centres culturels, dans la culture en général, qui sont obligatoirement subventionnées parce que elles ne ramènent pas d'argent direct, en fait, et elles sont hyper importantes. Mais ça, c'est enfin, et encore, il y a plein d'autres podcasts dont on peut parler, parce que ça aborde plein de sujets. C'est ça qui est cool dans l'échange, parce que quand on parle tout seul, c'est plus compliqué, mais là, c'est super intéressant, parce que pour moi, tu touches à quelque chose qui est propre au culturel. Le culturel, pour moi, ne doit pas être rentable. Et pour The Loop, en fait, si je vais à Paris, je crois que j'irai dans un théâtre privé où je payerai certainement 85 €. C'est comme ça que j'ai pensé à The Loop. Alors que ici, au centre culturel, il m'est offert à 30 €. Oui, exactement. Exactement. Donc, tu vas pouvoir aller voir des choses qui effectivement coûtent très cher pour quand même un prix qui reste accessible. On est d'accord que ça peut être cher pour plein de gens, mais enfin, qui reste accessible. Et tu vas pouvoir voir dans un centre culturel. Et là, ça rejoint à mon avis ce que tu voulais dire sur l'équilibre, c'est que attention, donc pour l'instant j'ai parlé d'un équilibre sur montrons au public, offrons au public la possibilité d'aller voir des choses très différentes, mais il y a après en plus, et ça c'est la mission d'un centre culturel, on va en plus montrer des choses que le public n'aurait pas forcément choisies. Immédiatement en tout cas. Donc notre rôle c'est aussi d'amener à par exemple montrer l'art en fait c'est quelque chose qui est en constante évolution. Il y a des types que ce soit dans la peinture, dans la musique, dans le théâtre, il y a des types de spectacles à un moment donné dans le temps. Et donc pendant un temps, c'est à la mode de faire un type de spectacle. Et puis, il va y avoir, on en a un peu marre de cette manière de monter des spectacles, on va aller sur d'autres choses. Rien que montrer, en fait, les différentes manières de faire du théâtre
ou les différentes manières de composer de la musique, les différentes manières de faire de la danse. Ben, sur la danse, par exemple, entre le ballet classique et les chorégraphies et les spectacles de danse d'aujourd'hui qui sont complètement éloignés de ce classique, ben c'est super important qu'on montre ce qui se fait aussi dans l'artistique. Et qu'on permette, en fait, aux artistes qui amènent des nouvelles choses dans la création, dans l'art, de montrer l'évolution, la tendance du moment, quitte à ce que ce soit pas encore, peut-être, automatiquement ce que le spectateur attendait. Et donc, c'est cette fameuse prise de risque dont tu parles. Donc, le programmateur va prendre des risques à un moment donné en disant, OK, je vais aller chercher quelque chose qui est peut-être un peu un ovni, mais je vais montrer que ça existe aussi. Et je vais parier aussi que dans 10 ans, ben, on verra plus que ça, peut-être. Et le spectateur va devoir faire un choix risqué en venant. On va parfois adapter les prix, pas forcément le prix d'entrée, on va pas forcément l'adapter toujours en fonction du prix du spectacle, on va aussi l'adapter en disant, OK, vous prenez un risque, on prend un risque, ben on va en plus prendre un risque financier en mettant un prix un petit peu plus bas pour essayer que vous vous disiez, ben ça coûte pas trop cher, je vais y aller quand même. Je vais le prendre en plus et je vais aller voir ce que ça donne. Et on va prendre ce risque tous ensemble. Et c'est là où les subventions sont vraiment importantes. Dans la culture, c'est qu'en fait, on continue à prendre des risques. Parce que s'il n'y a pas de subvention, on va sur une ligne droite. On va, ce qui marche, c'est ça. Alors on va plus programmer que ça. Et là, ça s'approche un peu du théâtre privé en France. Ça s'approche du théâtre privé en France. Ou de grosses boîtes qu'on a aussi chez nous, je veux dire, et qui fonctionnent indépendamment des subventions, donc doivent ramener de l'argent. Mais je crois que le modèle, pour le coup, le modèle américain est encore plus voyant par rapport au modèle français, où il y a encore plein d'artistes qui vraiment cherchent malgré tout, même s'ils sont dans le théâtre privé, ils cherchent à porter des messages sur scène. Je pense que quand on est dans les grosses machines américaines, je dis pas qu'ils portent pas de message jamais, mais on est vraiment sur il faut rentabiliser le truc et il faut donner au public ce qu'il a envie de voir. Sauf que là, on va dans le mur parce qu'on considère que c'est ça qui marche, donc c'est ça qu'ils veulent voir. Mais du coup, comme on propose plus que ça, le public va plus voir que ça et il sait même pas en fait qu'il y a autre chose sur le côté. Et si on lui a pas ouvert des portes, en fait, il reste dans une ligne. Là, on divise alors du coup un public hyper intello. Gaucho, qui a accès à éventuellement d'autres choses. Avec un public qui, alors là, on peut parler de divertissement qui, à un moment donné, s'avilit dans le divertissement de c'est facile, ça rentre. Oui, et c'est exactement la même chose que c'est très facile à comprendre pour la télévision, par exemple. Si effectivement, à un moment donné, t'as pas des subventions pour des chaînes publiques, en fait, on va aussi rester sur une seule ligne en se disant ah oui non mais ça fait vraiment plus d'audience, donc vraiment on va rester que là-dessus. Et en fait, toi à la télé, tu vas plus voir qu'une chose, et donc tu sais même pas en fait que le reste existe, et tu vas rester concentré uniquement là-dessus. En fait, le produit culturel, il est très 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 spécifique. Déjà, le mot produit et culturel ensemble, déjà en général, peu de gens aiment les mettre ensemble, mais en fait, si vraiment tu le considères comme un produit, en fait, c'est le seul. Il fonctionne de manière complètement différente du produit traditionnel. L'exemple le plus parlant pour tout le monde, c'est que tu as besoin d'une voiture. La plupart des gens ont besoin d'une voiture. Tu vas combler ton besoin d'une voiture en achetant une voiture, et ton besoin, en fait, ta satisfaction va augmenter, mais considérablement. D'accord? Donc, tu vas faire, je sais pas si on fait sur une échelle de 0 à 100, ta satisfaction avec ta première voiture va monter à 95. Eh bien, si tu peux t'acheter une deuxième voiture, la satisfaction de ta deuxième voiture, en fait, elle va être, alors que tu as gagné 95 points avec ta première voiture, en fait, tu vas gagner peut-être 1 point après avec ta deuxième voiture. Parce qu'en fait, à part si vraiment parce que tu es collectionneur, etc., c'est ta deuxième voiture. Pour toi tout seul, t'en as pas besoin en fait. Donc, elle va combler c'est juste la première voiture qui va combler un énorme besoin, une énorme satisfaction. Alors que le produit culturel, en fait, c'est le seul produit où plus tu en consommes,
plus ta satisfaction va augmenter. Mais en fait, c'est même pas que tu vas passer, par exemple, ton premier produit, tu vas être à 10 et puis tu vas être à 30. C'est même pas ça, c'est que ton 100 de départ, en fait, il va s'ouvrir. Oui, ça je comprends bien parce que j'adore consommer du produit culturel. Moi, je dis produit culturel aussi parce que je dis pas que produit le côté marketing. Je pense produit parce que en général, même dans un magasin, un produit c'est un objet qui est terminé, qui est fini. Donc ça veut dire que l'artiste a terminé son travail et va présenter quelque chose. Donc il y a un produit, il a produit quelque chose, une production et artisanale, artiste. Et effectivement, pour moi, c'est exponentiel. Le bonheur de recevoir de l'art n'est jamais qu'exponentiel. Il n'y a jamais un truc où ça diminue en disant bah voilà. Maintenant, j'en ai marre, j'ai tout vu, j'ai vu toutes les expos du monde, j'en ai marre. J'ai tout vu, la chair est... Mais il faut amener. Tu vois, c'est la même chose que la lecture. Souvent, on se dit, mais comment on fait pour que les gens commencent à lire? Et en fait, c'est vrai que c'est difficile de faire comprendre à la personne qui va lire son premier livre. Ce serait quand même compliqué. Trouver quelqu'un qui a vraiment jamais lu de livre serait compliqué. Mais enfin, que son premier livre va peut-être un peu le satisfaire, que le deuxième, mais que quand il en aura lu 10, en fait, il voudra plus lâcher. Et comme on n'est pas sur, la culture a toujours échappé au côté financier capitaliste, on n'a pas les mêmes publicités qui te disent mais vous devez avoir une voiture, vous en avez besoin, vous vous rendez même pas compte à quel point vous avez besoin de ce téléphone, de cet ordinateur, de cette voiture. Donc comme on n'a pas ce point de départ, il faut effectivement les subventions et les personnes qui travaillent autour pour amener tout doucement. Et l'école a un rôle à jouer. L'école, c'est la même chose. C'est pas un produit qui rapporte directement non plus l'école. Comme tous les services de la société, quoi. Comme tous les services. Et alors du coup, parce que tu parlais de plus on consomme du théâtre, plus on est heureux. Du théâtre, de la musique, de la danse. Donc, oui, pardon. C'est parce que moi j'ai tendance moi-même aussi, en fait, comme on dit toujours qu'on est dans un théâtre, on a tendance à parler uniquement théâtre, mais c'est vrai que je veux rappeler. Non, et en plus le podcast parle des arts vivants, donc. Je m'en doute. On n'est pas sur le théâtre parce que j'étais en train de penser justement au nombre de. C'était la transition. C'était le nombre de pièces que tu vas voir du coup, parce que toi, par rapport à un public lambda qui va prendre ton abonnement avec peut-être 10 spectacles s'il remplit vraiment son agenda, toi, tu vas en voir combien sur une saison? Alors on a essayé de faire le calcul avec Anne, en fait. Anne qui est ta collègue, ma collègue directe, qui fait exactement la même chose que moi, qui était là avant moi d'ailleurs. Et on a calculé qu'on va voir en fait, c'est entre 100 et 150 spectacles chacune, mais on va aussi voir les mêmes ensemble. Donc c'est très compliqué de dire exactement chacune ce qu'on va voir, parce qu'en plus on voit pas forcément toujours des spectacles en entier. On voit aussi des débuts de spectacles, des extraits de spectacles. Mais en tout cas, c'est super important que toutes les deux, on puisse aller voir un maximum de spectacles. Et c'est là où, de nouveau, les subventions sont super intéressantes et que c'est intéressant d'avoir des salariés là-dedans. C'est qu'en fait, nous, en envoyant énormément, quand on crée l'équilibre de la saison dont je parlais tout à l'heure, en fait, on va faire appel à tout ce qu'on a vu et on va pouvoir pas juste se dire « Ah, j'aimerais bien, tiens, je n'ai pas de spectacle je n'ai pas de théâtre d'objets. » Donc, théâtre d'objets, pour ceux qui savent moins, c'est... en premier, on pense plus aux marionnettes, mais ça peut être d'autres choses. Mais tiens, je n'ai pas de théâtre d'objets dans ma saison. Ah, j'en ai vu un. Je vais mettre celui-là. Ce serait dommage. Ouais. Donc, on doit aller voir énormément de spectacles et on se doit, en plus, ce qui est extrêmement important, c'est d'aller voir aussi bien la toute jeune création et aux professionnels le plus abouti. Voilà. Et on doit garder les deux. On doit vraiment, et puis tout ce qui se fait entre les deux. Parce que on ne peut pas dire à un moment donné, non, ça c'est dépassé, c'est fini, ces acteurs-là, c'est bon, on les a vus, merci, au revoir. Non, en fait, ça se fait pas non plus, parce que il y a une tendance aussi parfois à dire, c'est bon, maintenant, ça c'est du passé. Non, en fait. Si ce qu'ils font est bon. D'abord, d'une part, si ce qu'ils font est bon, pourquoi? Et puis, je veux dire, laissons les gens aussi avancer avec leur temps et avec leur public et leur génération. Donc, non, il n'y a pas de raison de les bannir, en tout cas. Et en général, en plus, c'est ce qui se fait en musique.
Justement, c'est qu'on essaie de créer une communauté autour d'un. Oui, et puis l'artiste en plus a besoin de temps pour développer son projet, mais c'est vraiment rester aussi attentif aux jeunes avec leur toute première création, et c'est super important de rester attentif à tout ça. Donc du coup, on va voir énormément de choses, mais comme je disais, on va pas toujours voir tous les spectacles en entier. En plus, maintenant avec les technologies, on reçoit énormément aussi de captation vidéo. C'est vraiment pas le mieux, mais ça nous permet de découvrir des choses aussi plus éloignées, peut-être. Très éloignées, d'abord d'une part, et ça permet en fait, comme tous les spectacles se déroulent la plupart du temps en soirée, en fait, on doit tout le temps choisir. Donc, on a l'impression que nous, comme on a chacune un temps plein là-dedans, on pourrait aller voir tout. Et moi, c'est ce que j'imaginais aussi avant de travailler. Et en fait, on est encore plus frustrés que tout le monde, tellement on se rend compte de ce qu'on va pas voir en fait. Ouais. Il y en a tellement qu'on sait pas aller tout voir. Mais alors justement, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas, parce que ça reste un travail et c'est pas péjoratif de dire ça, mais une fatigue intellectuelle de attends, j'ai des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une fatigue intellectuelle, genre je suis vraiment fatigué physiquement et donc intellectuellement je ne peux pas être disponible pour être là, présent comme le public l'est autour de moi. Et une autre question, c'est est-ce que c'est pas à un moment donné, on l'avait abordé déjà en privé, mais je veux dire, donc je connais la réponse, mais ça m'intéresse. Tu vas voir des trucs tellement bien qu'il y a des moments où il y a des trucs qui sont très bien, mais ils sont pas tellement bien. Et donc c'est presque dommage parce que tu es biaisé, tu sais t'as une conscience professionnelle de dire bon, c'est merveilleux, mais celui-là il était. Ouais. Et donc c'est très difficile, j'imagine, de. Bon, alors comme il y a deux questions, je vais essayer de les diviser. Alors sur la fatigue, la disponibilité, le fait que ça reste un métier et que donc par exemple, un truc un peu fou, c'est que des fois on est en congé. Ça arrive. Mais des fois on est en congé. Alors oui, on est fatigué à plein de moments parce que je dis c'est en soirée, donc il faut pas croire que la journée on ne fait rien. On travaille la journée puis on va voir des spectacles en soirée. Alors on est fatigué, oui, mais on a on est un peu drillé en fait à se dire ok, maintenant je suis assise dans la salle de spectacle, le spectacle va commencer, je lui donne ma disponibilité et tant pis je serai fatiguée après. Donc il y a un truc un peu comme je sais pas, enfin j'imagine dans plein de métiers, mais quelque part en tant que prof, en fait, t'arrives fatigué aussi, mais à un moment donné, t'as ta classe devant toi et tes élèves, ils ont pas forcément à subir quand tu es fatigué, et donc tu vas dire tant pis, je vais leur donner l'énergie que j'ai, je vais leur donner et on verra, je serai fatiguée après. Ouais. Donc on fait pareil, en fait énormément, on fait ça. Après, on a quelque chose de génial, c'est qu'on va voir les spectacles avec les autres spectateurs. Et donc, si des fois, en arrivant à la fin du spectacle, on n'est pas complètement convaincu, mais qu'on voit tout le public autour de nous. Pardon, je rigole parce que j'ai déjà été voir des spectacles avec toi qui étaient plus compliqués au niveau de ce qu'on en pensait. Et donc, sans les citer, voilà, le public, il y avait quand même un public autour et donc. Mais donc, en tout cas, si moi je termine par exemple en demi-teinte et que je vois que le public est hyper enthousiaste, je vais quand même me remettre en question et me demander tout de suite, en fait, je vais me demander est-ce que j'étais fatiguée, est-ce que j'étais pas dans des bonnes conditions, qu'est-ce qui s'est passé avant que je rentre dans la salle, est-ce que j'ai été influencée par autre chose. Si je me dis non, j'étais en bonne condition, mais vraiment en fait je n'aime pas ce que je viens de voir, alors je vais chercher des points objectifs sur pourquoi je n'aime pas ce que je viens de voir. Et si vraiment je reste non convaincue, c'est pas parce que le public autour de moi a applaudi à tout rompre que je vais changer d'avis. Mais par contre, c'est un bon indicateur pour que je puisse me remettre en question et que je puisse me dire bon, peut-être que j'ai pas donné toute mon attention. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que on parle. Alors nous, on est deux. Donc quand on va voir un spectacle à deux, ça c'est génial parce que tout de suite on voit si l'autre est d'accord ou pas.
Et on parle avec les autres programmateurs des autres centres culturels, des autres théâtres, des autres salles de spectacle, après, qui vont pas forcément voir les mêmes jours que nous. Donc ça, c'est super important parce que l'art vivant, c'est de l'art vivant. Une représentation un soir n'est pas la même que le lendemain, n'est pas la même encore une autre fois après. Et donc, on parle avec les autres programmateurs, programmatrices pour voir aussi ce qu'ils en ont pensé. Et ça revient encore influencer. Et puis, on laisse aussi mûrir un peu le spectacle dans notre tête. Et il y a des spectacles, parfois, c'est pas à la sortie du spectacle où on était hyper enthousiaste, mais comme le spectacle nous reste en tête encore une semaine après, et qu'il continue à nous poser des questions, alors on se dit, OK, il y a quelque chose dans ce spectacle qui était intéressant. Ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on fait confiance il y a des spectacles qu'on oublie très vite et des spectacles qu'on n'oublie pas. Ben, on se dit que les spectateurs, ils vont vivre, a priori, la même expérience que nous. Sur la question de, oui, mais donc, plus on en voit, plus on va pas laisser la chance à ceux qu'on a moyennement aimés, puisqu'il y en a qu'on a adorés, parce qu'il y a des spectacles, on sort et c'est une évidence qu'il faut les programmer. Eh bien oui, c'est vrai. Et en fait, du coup, les spectateurs qui viennent à oui ont cette chance fabuleuse de ne voir que ce qui a été sélectionné. Donc je leur dis souvent, je dis mais vous vous rendez pas compte tout ce qu'on vous a épargné, toutes les fois où on s'est fort ennuyé, toutes les fois où c'était un peu long. J'exagère, toutes les fois il y en a pas énormément, mais il y a des fois où voilà. Il y a des fois parce que déjà ça prend sur pas. base de ce qui vous est envoyé, vous avez déjà une petite sélection de dire ça va pas nous intéresser. Ah, on essaie de surtout pas faire ça. Ah. Oui, parce que c'est-à-dire que si on sélectionne au départ en disant ah non ça va pas nous intéresser, on se laisse pas surprendre. On ne prend pas de risque. Donc non, on va parfois par contre dire ce spectacle a l'air super, mais en fait il tournera pas. Donc si quelqu'un veut aller le voir, il doit aller le voir à Bruxelles. Mais nous on peut rien y faire, il tournera pas, donc on va privilégier d'aller voir un autre spectacle, même si on aurait eu très envie nous-mêmes d'aller voir en fait celui-là. Mais on essaie de surtout pas se dire je risque de ne pas aimer. En musique, par exemple. En musique, c'est très facile d'écouter la musique avant d'aller voir le concert. Et donc, comme on est des êtres humains, comme tout le monde, on peut très vite dire j'aime pas. Ce que je viens d'écouter, en fait, j'aime pas. Donc, si jamais on s'arrêtait à ça, en fait, il y a plein de concerts qu'on va pas voir. Donc, on essaie de surtout pas faire ça. Même si on n'aime pas, on se dit, on va aller voir la proposition. Et parfois, on est hyper étonné par la proposition en live. C'est super intéressant aussi d'avoir le public parce que, alors tu te dis, OK, en fait, c'est pas la musique que moi j'écoute, mais là, voilà. C'est un super tip que tu donnes aux musiciens, ceci dit, c'est-à-dire que créer votre univers scénique et votre énergie scénique va certainement changer la donne sur la vision qu'on a de votre musique. C'est ça, en fait, complètement. Et j'ai remarqué, je le savais déjà, mais le fait d'aller en voir encore plus m'a convaincu que, en fait, au final, moi, la musique en live, j'aime quasiment toujours. En fait, au final, à partir du moment où la qualité est quand même là, en fait, c'est toujours chouette. Même quand c'est un style musical qui n'est pas ce que tu écoutes a priori. Donc, je vais donner un exemple qui est à mon avis très parlant pour des gens de notre génération et encore on a grandi avec ça, mais par exemple on va pas écouter beaucoup de rap en général dans notre génération, mais aller en voir, ça change tout. Ça change tout en fait, c'est génial et là on doit vraiment se dire oui mais ok, mais c'est pas parce que moi je suis pas là-dedans qu'il y en a pas. Mais je parle vraiment du rap de maintenant, parce que sinon on a vécu aussi avec le rap, donc réduire notre génération. On n'aime pas le rap. J'ai bien compris. Je veux dire, il y en a beaucoup. Mais le rap à notre génération. En tout cas, voilà, la musique, chaque génération a forcément un type de musique, et donc si on s'arrête à ça, j'aime pas. On va pas très loin pour faire progresser, justement d'amener le public à découvrir des futurs. Si nous-mêmes on n'est pas curieux, on va pas rendre le public curieux. Ça, c'est très clair. Est-ce que tu as d'autres choses que je n'aurais pas abordées qui seraient en lien avec le métier de programmateur dont j'ai pas pensé? Ouais, tout à l'heure, je pensais que tu allais me demander la part de subjectivité en fait dans notre programmation, et c'est vrai que c'est important, et
j'en ai parlé quand je suis arrivée, j'en ai parlé très vite avec mon prédécesseur qui a programmé donc au Centre culturel pendant 40 ans, je pense. Il disait qu'il n'a jamais programmé. Sa phrase c'est que il a toujours assumé tous les spectacles qu'il a programmés. Donc quelque part, on ne programme pas quelque chose qu'on ne cautionne pas. On ne programme pas quelque chose qu'on a détesté, mais on ne programme pas uniquement ce qu'on aime. Et ça, c'est vachement important. C'est-à-dire que d'abord, on va comme tout le monde dire « Ah, j'ai aimé ce truc ». Mais après, avec tous les éléments que je t'ai donnés tout à l'heure sur l'équilibre, eh ben, on va laisser parfois des spectacles qu'on a adorés sur le côté, mais juste parce qu'en fait, on a déjà plein de spectacles similaires, et donc ça sert à rien d'en mettre encore un en plus. Et celui-là, de toute façon, ne se mettait pas bien dans l'agenda, donc malheureusement, il va rester sur le côté. Et donc, on va programmer à la fois, on va rester humain et se dire, j'ai aimé, donc je vais programmer, mais on va aussi programmer des choses vraiment en se disant, c'est important. Il faut programmer ça et ça a mais quand même toujours avec une vision de ce que vous avez à amener au public. Parce que alors, je pense simplement que parfois il y a des œuvres d'art vivant qui sont problématiques où on peut se poser des questions, on va se dire est-ce qu'on donne la parole à ça, est-ce que c'est pas trop vif pour notre public, parce que ça peut être dans vos valeurs, mais ça reste trop vif pour le public de le voir comme ça, ou inversement des trucs où c'est très à l'opposé de vous, vos convictions intimes et des convictions du respect du centre culturel dans lequel vous devez travailler, où vous dites oui, mais je peux pas l'aborder comme ça. Dernièrement, en fait, j'étais à une rencontre avec des artistes et j'ai dit un truc. En fait, il faut savoir que quand on arrive dans une salle et qu'il faut programmer dans cette salle, en fait, notre première question n'est pas est-ce que je vais trouver des artistes à programmer. Notre première question, c'est y a-t-il déjà un public? Si il y a déjà un public, comment je garde ce public? Et puis, comment j'amène après un nouveau public autour? Et donc, la question, ça va être qu'est-ce qui se faisait avant dans cette salle qui fait que je vais pouvoir garder le public qui est déjà là, puis lui amener des nouvelles choses, et puis faire venir encore un nouveau public par-dessus. Parce qu'en fait, arriver et rabattre complètement les cartes, s'il y a déjà un public dans la salle, s'il y a déjà un public donc d'abonnés, je veux dire, vraiment des gens qui viennent régulièrement et qui reviennent d'année en année. Dire, par exemple, arriver et dire moi je révolutionne tout. Voilà, moi je révolutionne tout ce qui se faisait avant. On ne fait plus que du théâtre d'objets. Voilà, ça ne sert plus à rien. Moi ce que j'aime, c'est la comédie musicale. Hop là, on fait tout valser et je mets de la comédie musicale sur scène toute l'année parce que je trouve ça vraiment chouette. C'est vrai que c'est dommage pour voilà, je vais en fait faire une cassure avec le public qui était déjà présent. Et alors oui, peut-être que par chance, ils adorent tous la comédie musicale, ils vont tous rester, super. Ou peut-être qu'ils vont tous en aller et que je vais mettre des années à les faire revenir, et donc ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Donc on doit programmer là où on est, avec l'historique de la salle, avec le contexte sociopolitique, démographique, de l'entourage, et avec tout ce qui, voilà, tout le contexte autour de cette salle, on doit programmer avec ça. Et ça, c'est pas utile forcément de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est bien plus intéressant de continuer, d'apporter une certaine continuité, et dans cette continuité, hop, venir greffer et rester attentif à ce que les nouvelles choses entrent dans la programmation qui est dans une certaine continuité. C'est parce que c'est une grande salle, c'est parce que c'est que les gens, comme je le disais au début du podcast, les gens voyagent pas beaucoup. Si tu programmes dans une petite salle où en fait t'as pas forcément un public d'abonnés, t'as plutôt des gens qui viennent au coup par coup, prends des risques. Vas-y, c'est là qu'il faut faire confiance à des projets qui sont pas encore créés, puisque donc oui, c'est super important quand même, c'est que donc nous, on a une programmation
de spectacles déjà créés. D'accord, c'est pas la même chose que si on reste dans Liège, par exemple, on va prendre le théâtre de Liège pour prendre un exemple connu. Eh bien, ils ont aussi des créations. Donc, ils doivent faire confiance à des artistes à l'avance en disant, on va leur laisser la place et on verra bien ce qu'ils vont créer. Donc, c'est très compliqué de dire ce que le produit, ce que le résultat va donner, en fait. Nous, on a cette chance, on va avoir un spectacle, on sait que ce sera le même, à peu de choses près, le produit final, justement, qui va venir. Mais donc, voilà, il y a des salles où on prend des risques de faire des créations. Et il faut absolument qu'il y ait ces salles. Si on prend plus le risque, et ça, tu vois, si on en revient aux subventions, peut-être qu'il faudra parler de la création dans un autre podcast aussi, mais si on en revient à la subvention, en fait, s'il n'y a pas de subvention aussi à la base pour permettre à des artistes de créer des nouvelles choses et permettre à des artistes de se planter, s'il n'y a pas... C'est ce que je disais avec les subventions, c'est le principe même, c'est un prêt de l'État, mais il n'y a pas de besoin de rentabilité, il faut y aller chercher, c'est de la création. On parle de création. On parle de la création, et la création, il faut pouvoir se planter aussi. Il faut absolument qu'il y ait ces subventions pour des nouvelles créations, parce qu'en fait, si on enferme la culture dans un seul modèle et qu'on laisse pas de place aux artistes pour amener des nouvelles choses, c'est une société moribonde. Mais est-ce que la culture en Belgique telle qu'elle est en danger? Je précise ma question parce que je vois tout ce qui peut englober dans cette question-là. Il ne s'agit pas juste d'un point de vue démocratique, on peut plus dire ce qu'on pense. Ça, c'est tout un sujet qui est très intéressant, mais juste d'un point de vue objectivement économique, on réduit beaucoup les subventions. Donc, ça veut dire que, principalement, les premiers à en subir les conséquences, c'est souvent les artistes, mais encore plus des artistes qui essayent de faire émerger des idées sans essayer de trouver des réponses ou des projets sur clé. En fait, dire la culture est en danger, évidemment, quelque part, la culture, elle va toujours tenter d'exister, en fait. Donc, si on prend des grands exemples de l'histoire, même en temps de guerre, il y a toujours eu des artistes pour venir essayer de faire des choses avec des bouts de ficelle. Donc, elle va toujours tenter de subsister. Ce qui, par contre, peut arriver beaucoup plus vite que prévu, c'est que le dégringolage des subventions peut en fait très vite tuer un secteur complet qui mettra un temps fou à se relever et à reproduire réellement des choses intéressantes. Parce que dès que on va... en fait, ça peut aller très vite. Parce que c'est les... Alors, ça devient un peu technique, mais tout ce qui est contrat... donc ce qu'on appelle les contrats programmes, mais il y a d'autres formes de contrats, de conventions, donc tout ce qui est des contrats entre les institutions culturelles et la Fédération Wallonie-Bruxelles sont sur 3, je crois qu'il y a entre 2 et 5 ans en fonction des secteurs, puisqu'il n'y a pas que le secteur des arts vivants. En fait, on peut imagine si quelqu'un a un contrat de 3 ans, une institution culturelle a un contrat de 3 ans et qu'on met fin directement à son contrat, en fait, c'est du jour au lendemain où il peut plus rien faire. C'est pas du tout des entreprises qui ont des fonds pour continuer. Ils devront s'arrêter en fait quasiment du jour au lendemain. Et donc tu vas priver, par exemple, un petit centre culturel dans une commune. Oui, une commune plus modeste. Tu vas en fait priver d'un coup une commune connaît entière. Plutôt Remicourt, par exemple. Oui, on pourrait prendre Remicourt où effectivement il n'y a pas d'autres salles autour. Mais encore là, ils ont une salle de spectacle, mais tu as des centres culturels qui n'ont pas de salle de spectacle, et donc c'est là où je parlais de toutes les autres activités d'un centre culturel. Si on leur coupe les subventions en disant l'année prochaine votre contrat n'est pas reconduit, et encore quand je dis l'année prochaine, parfois on nous annonce à 3 mois. On le sait 3 mois avant que le contrat soit reconduit, si on est reconduit ou pas, parfois même plus tard.
bah, si d'un coup c'est pas reconduit, en fait, il n'y a pas la possibilité de continuer ce qui est en train de se faire. Et sur ce que deviendrait une société sans sans la culture subventionnée, évidemment, on va aller très loin. Donc peut-être qu'on devrait continuer un autre podcast là-dessus, parce qu'en plus, on peut discuter aussi de le secteur culturel n'est pas en dehors du circuit de l'économie, en fait. Donc, si même on veut le prendre que d'un point de vue économique, il faut pas se dire c'est pas grave si le secteur culturel s'effondre, c'est pas très grave. On va continuer, l'économie, elle va tourner. Et par exemple, en période Covid, on a dit on va garder les choses essentielles et supprimer les choses non essentielles. Eh bien, si on avait continué dans cette voie-là, en fait, on serait vite rendu compte que, certes, on avait peut-être sauvé, quand on parle de l'essentiel, c'est-à-dire donner à manger et soigner quelqu'un, peut-être, mais en fait, on serait vite rendu compte que le lien social, la structure sociale. En fait, notre civilisation s'écroule très vite si tu ne donnes que les besoins primaires. Donc, c'est pas moi, c'est absolument pas une invention de ma part. Donc, on verrait très vite. Mais je pense qu'il faut qu'on en fasse un podcast supplémentaire, sans doute. Avec plaisir. Ou on continue, c'est comme tu veux. Non. J'ai pas mal, mais alors je voulais quand même faire des questions-réponses. Tu réponds le plus vite possible. Ah, ok. Ça va? Je veux pas trop réfléchir. D'accord. Ton outil indispensable pour organiser une saison, oui. Un tableau Excel. D'accord. Cite-moi 4-5 mots qui sont propres au jargon de la programmation que tu utilises sans le faire exprès. Ça c'est dur parce que quand on est dedans, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on va... en fait, rien que le terme... Une anecdote, c'est que un jour, quand j'ai dit à quelqu'un que j'allais travailler comme programmatrice, il m'a dit « je savais pas que tu étais informaticienne ». Donc, en fait, rien qu'en fait, programmateur, c'est pas forcément dans le jargon de tout le monde. En fait, c'est quand même propre au secteur. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme... C'est souvent administratif, par exemple. Ouais, alors on parle de VHR. Ouais. Donc c'est tout ce qui est les frais de transport, logement et nourriture qu'on appelle catering. Ok. Voilà. Ça, donc on va parler de catering, de VHR. On va parler de. C'est souvent dans l'administratif quand vous dites tiens Anne, est-ce que tu as le E25 ou le Oui, alors par exemple quand je suis arrivée, donc un des tout premiers concerts que j'ai fait au centre culturel, le manager me demande si l'endroit est prévu pour le merch. Ah oui, merchandising. Voilà, mais en fait, donc c'est un Parisien et la manière dont il le dit, en fait, et moi j'ai jamais appelé ça le merch. En fait, franchement, au moment où il me pose la question, je dis rien compris. Donc je fais oui, c'est prévu bien sûr, et je suis allée voir Anne et j'ai dit il m'a parlé, mais j'ai pas bien compris ce qu'il m'a dit, et je crois qu'il m'a dit merch, j'ai dit le merchandising. Ah oui, d'accord. Donc oui, il y a très vite des mots qu'on utilise dans ce style-là. Plutôt salle comble avec un spectacle facile ou salle à moitié pleine avec une création audacieuse? Tu veux dire ce que je préfère? Oui, salle à moitié pleine avec une création audacieuse. Comment réagit-on face à la critique de son public? Ça n'arrive pas si souvent, en fait. Mais tant mieux, tant mieux. Ça n'arrive pas si souvent. Mais ceci dit, à la critique, ça peut être de la critique positive. Aussi, c'est vrai. En fait, c'est ce pourquoi on travaille. Donc, en fait, c'est quasiment la partie la plus importante de notre travail. Et donc, effectivement, une critique négative, on peut peut venir nous prendre vraiment très, très loin. Ouais. Mais de la même manière, toutes les critiques positives, ça y est, quoi. On sait pourquoi on a travaillé, en fait. Donc, quand vous êtes autant passé des soirées ailleurs que chez vous, quoi. Ouais. Mais alors, juste quand même, la critique d'un artiste, c'est pareil.
en fait, sur comment il a été reçu, sur s'il a aimé ce qui s'est passé, le lien qui s'est passé, c'est hyper important pour nous, en fait. C'est pour ça qu'on travaille. C'est vrai que tu as rencontré Clémentine Sélarié, toi, non? Alors, je l'ai programmé, mais moi, je ne l'ai pas rencontrée, parce que souvent... Est-ce que tu dois avoir des anecdotes? Alors, moi, j'en ai pas encore beaucoup, parce que ça fait quand même pas si longtemps que je suis là, mais c'est vrai que Anne et mon prédécesseur, Bouchon, ont des tas d'anecdotes avec des stars, effectivement. Ça, c'est le privilège quand tu es dans une grande salle. Mais il faut savoir quand même que la plupart du temps, en fait, un artiste a besoin de se concentrer avant son spectacle. Et donc, si on le voit, c'est surtout après le spectacle. Oui, donc, s'il s'en va, il s'en va. Mais en fait, avant un spectacle, on va pas frapper dans la loge pour dire « ça va, tout va bien ». Non, on lui fiche la paix le plus possible, vraiment. C'est plus créatif, si tu devais programmer un festival, ce serait quoi le concept? Ah, ben alors, en fait, ah oui, mais je passe. Non, parce que si un jour on le fait. Ok, ne spoil pas, tu veux pas spoiler? Oh, je sais pas. Ben, en fait, on a plein d'idées, donc du coup, allez, si j'étais toute seule alors. Ouais. Si j'étais toute seule, je ferais le festival de la comédie musicale. Qui existe, je crois, non, à Édimbourg. Ah oui, c'est ça. J'allais dire pas dans les pays francophones. Non. À Édimbourg, je pense qu'il y a Alors, ça existe. Et je t'avoue que je ne sais pas où ça existe. Je crois que c'est à Édimbourg. Mais en fait, ils ont un Avignon. Ouais. Il n'y a pas que comédie musicale, mais en tout cas. Ouais, ben c'est peut-être bien Édimbourg, t'as raison. Mais c'est une sorte c'est une sorte de festival d'Avignon, hein, de la comédie musicale. Ok. Si le programmateur était un animal, lequel serait-il? Peut-être une louve, dans la manière où elle couve, elle protège. Elle protège ses petits, elle avance en meute, je sais pas, c'est une image. Oui, d'accord, bah oui, pour le bâton de berger, quoi. Enfin, je veux dire, chef de meute pour pouvoir accompagner. Les louveteaux. Ouais. Okay. Allez, je sais pas, j'avais jamais. Plutôt Molière en costume ou Shakespeare pendant 4 heures dans une scène minimaliste? De manière très personnelle. Oui, c'est personnel. Le deuxième. Ok, ben voilà. Ben merci beaucoup alors pour cette interview et pour toutes les informations hyper intéressantes que tu as données sur le métier de programmation, de programmateur, qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. C'est pas juste aller voir du spectacle et dire je veux pas. Ouais, j'aime pas. J'aime pas. Mais des fois, on résume à ça quand même. Quand on nous dit, mais tu fais quand même un métier formidable, on dit, oui, moi, je m'assieds dans la salle, je vais voir des spectacles tout le temps, je m'assieds dans la salle et je dis, j'aime pas. Mais c'est caricatural. Écoute, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve pour plein d'autres podcasts. Avec grand plaisir. Puisque ça matche bien. Donc voilà, super. Cool. Bon, écoutez, Un immense merci à Sarah Seri pour cette conversation qui nous a éclairé sur le métier de programmateur. Oui, on a vu que c'était un art, que c'était une science et une sacrée passion. N'hésitez pas à visiter le site du Centre culturel de Oui pour découvrir la programmation de cette année et ne manquez aucun bon spectacle de la région. Faites-lui confiance, Sarah Seri. En plus, c'est ma meilleure amie, donc si vous ne lui faites pas confiance, faites-moi confiance. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à quoi tu joues sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, YouTube, etc. Laissez-moi une note de 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, et filez sur mon site www.salva-comédien.be. Vous ne manquerez plus aucune nouvelle à propos de mon futur seul en scène ou bien de mes activités culturelles, formations, etc. Et abonnez-vous, pourquoi pas, à la newsletter. C'est moi qui l'a fait, je fais tout seul, je vous assure, je suis un véritable entrepreneur. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et vous verrez d'autres petites pépites décalées. Vous ne manquerez pas mes petites stories qui souvent peuvent être drôles. Oui, beaucoup plus drôles, je crois, parfois, que ce que je n'en ai l'air. Le prochain épisode, on va se demander, comment se donner un coup de pied au cul pour écrire, parce que oui, je galère toujours à écrire mon deuxième foutu seul en scène. Oui, peut-être que je me demande toujours comment je vais arriver de ce toit habillé en ange déchu sexy, mais tout ça, j'en parlerai peut-être plus tard. C'est très gentil en tout cas d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve dans 2 semaines pour continuer à jouer. N'oubliez pas, continuez à jouer.